Chapitre 6. Un truc à la Dumbledore. J'essayais d'imaginer ce qui avait pu te donner la force de laisser tes amis en plan. Je ne suis pas sûr que le doute, la difficulté de la tâche ou la faim suffisent à l'expliquer. Sur le moment, ça avait paru une façon délicate pour Bill de ne pas l'accabler. Mais la phrase avait fait son chemin, lentement, sinueusement, dans l'esprit de Ron. Elle était devenue une obsession. Qu'est-ce qui l'avait poussé à partir finalement? Est-ce que le doute, la mission confuse ou la faim expliquaient réellement son choix, sa colère et son refus? Ron avait fini par en douter, parce qu'après tout, ce n'était pas la première fois de sa vie qu'il doutait. Il avait, très profond en lui, un espèce de monstre qui régulièrement exigeait d'être apaisé, rassuré. Ce monstre murmurait que sa mère aurait pu s'occuper plus de lui si elle en avait eu envie, si lui-même avait été plus intelligent, plus malin, plus agile, ou une fille. Ce monstre insinuait parfois que Harry aurait été un meilleur fils que lui pour Molly Weasley, que lui était trop insignifiant pour sortir du lot dans une famille qui comptait déjà bien trop de fils. Ce monstre avait aussi tendance à penser que l'insignifiance de Ron était une vérité générale, un sentiment partagé par tout un chacun. Les professeurs à Poudlard, ses frères, Hermione. Tous ces monstres-là, Ron ne les avait pas découverts un soir où le ravitaillement manquait dans une tente qui sentait la pisse de chat. Ça faisait longtemps qu'il avait appris à les faire taire en se moquant d'eux, en leur rappelant régulièrement que le sixième fils de 7 enfants avait bien plus qu'une mère à sa disposition, sans compter l'amitié indéfectible d'Harry. Malgré ce qui s'était passé, Ron n'arrivait pas à croire que ça avait changé. Celle plus compliquée mais profonde d'Hermione, son insigne de préfet, sa place dans l'équipe de Quidditch, même sa participation à cette mission terrifiante mais cruciale de faire tomber Voldemort. Qu'est-ce qu'il aurait voulu de plus? Là, dans le petit grenier de la chaumière au coquillage, plusieurs semaines après cette colère, il était moins sûr que son départ avait été moins une fuite devant ce monstre que la décision rationnelle qu'il avait aimé mettre en avant. Ron serra très fort ses paupières pour refouler ses larmes de rage et de regret mélangés. Quand ils avaient préparé leur fuite, Hermione et lui, jamais il n'avait minoré les risques. Même si la réalité s'était révélée plus compliquée qu'il l'avait espéré, sans doute à cause de Dumbledore et ses charades, ça lui fit du bien d'identifier un responsable, même indirect, de ce fiasco. Il n'était pas parti à cause des risques, ni même, sans doute, à cause de la faim. Il n'avait sans doute fui que devant lui-même. Les larmes étaient de nouveau là, et Ron s'en exaspéra. C'était quoi cette nouvelle théorie? Quelle importance après tout? Est-ce que ça changerait la guerre? Sa situation actuelle ou les risques encourus par quiconque? Les avait lâchés. Un point c'est tout. En désespoir de cause, Ron se saisit du carton de décoration de Noël qu'il était venu chercher dans le grenier à la demande de Bill et redescendit dans le salon. Face à lui, sur une commode, il y avait quelques photos du mariage de Bill et Fleur. D'autres de sa famille en France. Ron avait fini par se convaincre qu'il en avait croisé certains lors de la cérémonie. Cette femme, par exemple, avec une cape bordée d'hermine, il lui semblait qu'on lui avait présentée comme la marraine de Fleur. Elle avait visiblement du sang de Vélane, elle aussi. Très distinguée, très riche aussi. Rien qu'à voir ses bijoux. Ron se souvint brusquement qu'à la cérémonie, elle portait un énorme médaillon avec des armoiries compliquées, un truc sans doute magique et très ancien, comme le médaillon de Serpentard. Rien que d'évoquer le seul Horcrux qu'il ait jamais approché, Ron frissonna. Il se rappela le contact glacial du bijou, cette impression qu'il était pourtant vivant, voire qu'il pensait et avait des envies, des besoins. Un peu comme le monstre de jalousie qui se terrait dans son propre cerveau. Le parallèle le glaça. Est-ce que c'était possible que ce soit le Horcrux qui l'ait fui, finalement? Tu as trouvé? Super, lança Bill en entrant dans le salon, un petit sapin sur l'épaule. Ce serait bien qu'on ait fini avant le dîner. Fleur me disait juste qu'au rythme où on va, on n'aurait pas fini avant le nouvel an. Ron acquiesça nerveusement. Il n'arrivait pas à penser à Noël. Même l'année où il était resté à Poudlard parce que ses parents étaient allés voir Charlie en Roumanie, ça avait été Noël. La fête, les cadeaux, la neige ludique. Là, il n'arrivait pas à reconnaître l'approche de la fête. Et pas seulement parce qu'il ne pouvait pas se rendre au terrier,
empêchant du même coup son frère et sa belle-sœur de le faire. C'était comme s'il avait oublié toutes les traditions qui se rattachaient à la fête, comme si cela avait été des coutumes lointaines et incompréhensibles. Et de nouveau, il sentit sur sa poitrine le poids du médaillon de Serpentard. Pas seulement son poids physique, mais aussi son poids mental. Cette faim que rien ne pouvait assouvir qu'il créait en lui. Une faim de reconnaissance, d'honneur. Une faim monstrueuse. Ça n'a pas l'air d'aller, constata Bill, qui, après avoir installé l'arbre, venait de l'enrouler de plusieurs guirlandes scintillantes. Ron se saisit par réflexe d'une décoration dans la boîte. Une licorne étincelante, la pureté, l'espoir. Il secoua la tête. Où étaient la pureté et l'espoir? Il s'approcha du sapin et l'accrocha à la première branche qui se présentait. J'en peux plus, avoua-t-il d'une voix sourde. Il avait trop de pensées en lui. Il fallait que ça sorte. Tant pis si ce n'était pas vraiment le moment. J'imagine, commença son frère. Je sais que tu aurais préféré passer Noël en femme. Je ne sais pas ce que j'espérais, continua de craquer le plus jeune, sans écouter son aîné. J'en avais marre. Je trouvais que ce qu'on faisait était plus dangereux qu'utile, plus prétentieux que courageux, que je ne comptais pas assez. D'autres auraient sans doute élaboré, mais lui se contenta d'un geste vague et ample de la main pour indiquer que la question pouvait être plus largement déclinée. Mais ici, je ne sers à rien. Je ne peux servir à rien puisque je ne peux que rester caché. Il n'y a pas de honte à... essaya Bill en se rapprochant de lui. Heureusement, il ne le toucha pas. Ron ne savait pas s'il aurait pu se contenir si son frère le touchait. Non? Tu le crois vraiment? Demanda-t-il éperdu. Je ne te juge pas. Je sais, reconnut Ron très doucement. Mais je sais aussi tout ce que tu fais jour après jour, tout ce que Fleur fait, tout ce que tout le monde essaie de faire. Ron, personne ne fait plus que ce qu'il peut. Moi, je ne fais même pas ça, se condamna Ron sans appel. Après tout, il était parti aussi parce qu'il en avait assez de faire semblant. Ce n'était pas pour se payer d'illusions quelques semaines plus tard. Tu pensais ne pas pouvoir le faire, lui rappela très calmement Bill. Tu m'as même laissé entendre que c'était inutile. J'avais l'impression que c'était inutile, se défendit Ron. Il ne savait pas exactement quand ses opinions avaient changé, mais il savait aujourd'hui qu'il ne voyait plus les choses de la même façon. Aujourd'hui, jamais il ne serait parti parce qu'il avait faim, qu'il s'ennuyait et qu'il ne supportait pas qu'Hermione s'inquiète constamment pour Harry. Mais quand je vois la manière dont vous vous battez avec quelque part encore moins de... Non, ce n'était pas de la chance, ni même de moyens. Heureusement, Bill l'avait sauvé de ces débats terminologiques. Selon la prophétie, nous n'avons aucune chance de nous débarrasser de lui. C'était une certitude, un constat. Ron acquiesça avec une certaine raideur, une certaine urgence. En fait, j'avais l'impression de ne pas exister pour eux, répéta Ron, toujours sur le coup de la révélation du rôle du pendentif de Serpentard. Je ne voyais pas qu'ils avaient besoin de moi. Tu vas les rejoindre, comprit Bill, toujours incroyablement calme. Il semblait quand même avoir oublié la décoration de l'arbre. Si je pouvais, je ne sais même pas où ils sont, ragea son frère. Tu pourrais les chercher. Ron ravala la phrase où il dirait que si Voldemort ne les trouvait pas, ce n'était pas lui qui allait réussir. Il était indéniable qu'il savait 2 ou 3 choses que Voldemort n'aurait jamais eu l'idée d'envisager, comme le choix de camper en plein hiver dans les forêts. Faudrait encore qu'il veuille de moi, remarqua-t-il plus tôt. Ce n'était pas réellement une question destinée à son frère, mais un constat froid et lucide de la situation. Tout dépend quelle place tu veux prendre, proposa son frère avec un regard entendu. Dans la cuisine, Fleur se mit à chantonner. C'était curieux, comme la langue n'empêchait pas de comprendre qu'il s'agissait de chants de Noël, songea Ron avant de retourner la phrase de son frère. Il fallait toujours réexaminer les phrases de Bill. Il aurait au moins appris ça. Tu veux dire, est-ce que je veux qu'Hermione... Je vous croyais fiancé, ou presque, reconnut Bill, baissant à peine les yeux, plus pour ne pas l'embarrasser qu'autre chose, pour lui permettre de répondre en toute pudeur. Mais Ron en avait fini avec la pudeur. Moi aussi, regretta-t-il ouvertement. Si, si tu l'aimes, autant que tu en as l'air, tu trouveras le moyen, finit par affirmer Bill. Ça ressemblait presque à une promesse. Ron eut envie de s'y accrocher. Comment on sait?
demanda-t-il, stupéfait de sa propre audace, mais une énergie nouvelle montait dans son corps. Comment on sait qu'on est amoureux? Oh! Rit doucement Bill. À la manière dont il sauta sur le changement de conversation, Ron se dit qu'il était sans doute soulagé qu'ils aient quitté le sujet mouvant de la guerre, de la mission de Harry et de la place de Ron. Voyons voir. Quand on arrive à des choses irrationnelles comme penser que se disputer sur la couleur de rideau avec une fille, ça vaut le coup. On ne peut plus totalement faire fi de l'hypothèse. Le rire de Ron lui répondit. Une série de discussions avec Hermione affluaient dans sa tête. Des choses auxquelles il n'aurait même jamais songé avoir une opinion avant qu'Hermione n'ait affirmé la sienne. Peut-être même que la guerre, elle-même, en faisait partie. Ou s'imaginer tenir un bébé dans ses bras, continua Bill, tout à sa propre rêverie. Hein? Passette? Ne put s'empêcher d'interroger Ron, se rappelant une de ses premières discussions avec sa belle-sœur. Bill rit plus fort. Surtout Passette, confirma-t-il avec un clin d'œil à son frère. À ce point? Ce n'était pas le nombre qui interrogeait Ron, mais plus que le nombre puisse être l'objet d'une discussion rationnelle dans un couple. Avoir des enfants est sans doute le prolongement assez naturel d'un couple, mais le nombre importe peu, non? Et Fleur et moi avons d'autres ambitions. J'y ai jamais trop pensé, reconnut Ron. Non, sans doute pas, sourit Bill. Et moi, je dois être un peu plus ou moins mûr pour te faire des leçons de choses à la papa. Comme si j'allais discuter de choses pareilles avec papa. C'est tout faire presque Ron, les oreilles écarlates. Allez, t'as toujours été très proche de papa, s'étonna l'aîné. L'affirmation prit Ron par surprise, non qu'elle soit fausse, mais parce qu'elle impliquait que son frère ait observé leur relation. Ne va pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas jaloux, reprit son frère sans que Ron ait le temps de dire quoi que ce soit. Enfin, soyons honnêtes, un moment je l'étais. Jamais je n'étais proche de lui comme toi. Pas aussi éloigné de Percy, non. Mais pas comme Charlie ou toi. Et ça vient de moi, pas de lui. C'est allé mieux quand j'ai compris ça. C'est moi qui entretenais cette distance. Moi qui voulais trouver ma propre voie. Mais j'avais presque ton âge quand je m'en suis rendu compte. Ron n'aurait sans doute jamais trouvé quoi répondre, mais Fleur les sortit brusquement de leur discussion en s'indignant des deux mains sur les hanches. Mais vous n'avez même pas fini? Est-ce que Harry pourrait réussir la mission que le destin lui a donnée en étant autre chose que lui-même? C'est une autre question de Bill qui avait pris le contrôle de la tête de Ron, maintenant qu'il s'était plus ou moins convaincu qu'il n'était pas parti de son propre chef et qu'il n'attendait qu'une chose, l'occasion d'y retourner. Elle s'était inscrite dès que son frère l'avait prononcée, et il l'avait d'abord efficacement écartée comme une sornette de plus, une fausse façon de justifier la part de chance qu'il y aurait dans le dénouement de cette guerre, quel qu'il soit. Mais depuis hier, il y trouvait comme un écho nouveau. Il avait l'impression que c'était quelque chose que Dumbledore aurait pu dire. Mais qu'est-ce que Bill pouvait savoir de Dumbledore et de la mission qu'il avait confiée à Harry? Raisonnait-il? Est-ce que c'était le désœuvrement qui le poussait à voir des messages partout? Un peu comme ils avaient cru que le vieux directeur de Poudlard avait voulu leur donner des pistes en leur léguant des contes pour enfants écrits en runes, un vif d'or et un été noir. Estima-t-il sarcastique en manipulant sans but réel l'objet qui lui avait échu. Ce n'était même pas vendable, lui avait expliqué Bill, ou alors à un centième de sa valeur. Il n'y avait qu'un été noir en Grande-Bretagne, celui de Dumbledore. Il n'avait qu'à se rappeler la réaction du ministère. S'il apparaissait brusquement sur le marché, c'était pire qu'une signature. Sans compter que les filières les moins officielles étaient généralement aux mains de mange-morts actifs ou de sympathisants. Ron avait gardé pour lui qu'il ne voyait pas bien ce que de tels individus allaient en faire. Une fois de plus, le jeune homme éteignit et ralluma les lumières de sa chambre. La répétition du geste elle-même l'exaspéra, le renvoyant sans pitié à son inaction forcée. Noël. C'était Noël, et il en était toujours là, à jouer avec son éteignoir. Le réveillon, hier, avait été une affaire tranquille. Fleur lui avait offert un pull très chaud et très fin qui ne ressemblait en rien aux créations de sa mère. Ron ne savait pas s'il oserait le porter un jour. Merci, avait-il balbutié, très gêné de n'avoir rien à leur offrir. Je vous ai privé de votre Noël. C'est vrai ça,
Tu as privé Fleur d'un concert unique de Célestina Moldubec, avait renchéri Bill, moqueur et tendre. Un jour, il sera possible d'aller en France pour Noël, et j'aurai ma revanche, avait répondu la belle, souverainement imperturbable. Curieusement, Ron n'avait pu s'empêcher de penser à une jeune fille, un peu moins belle et sophistiquée, mais qui lui manquait d'autant plus cruellement. Il s'était senti suprêmement envahissant. C'était leur premier Noël de jeunes mariés. Tant qu'à rester chez eux, ils auraient dû pouvoir se passer d'un jeune frère qui tenait la chandelle. Les voir côte à côte lui donnait la mesure de ce à quoi il avait dit non. Il ne savait pas où étaient Harry et Hermione. Peut-être partageaient-ils une soupe en boîte et quelques champignons, mais il aurait aimé plus que tout être avec eux pour le faire. Il avait prétexté une fatigue qu'il ne ressentait pas pour monter dans sa chambre dès minuit et les vœux traditionnels passés. Fleur avait gentiment protesté. Éveillé dans son lit, le lendemain matin, Ron sourit. Fleur était peut-être une fille exceptionnellement jolie, mais vivre ces semaines avec elle lui avait appris qu'aucune fille ne peut se contenter d'être exceptionnellement jolie. On ne les rangeait pas le soir dans des boîtes comme des poupées pour que leurs boucles ne s'en mêlent pas. C'était comme les filles exceptionnellement intelligentes, elles pouvaient avoir envie de belles robes et belles boucles. Et l'image d'Hermione en robe de soirée tournoyant dans les bras de Victor Krum s'imposa. Et les garçons exceptionnellement stupides les laissent partir, murmura-t-il rageur. C'est à ce moment même qu'il crut devenir fou. Là, dans une chaumière aux coquillages, silencieuse et endormie, à des kilomètres sans doute de la misérable clairière où Harry et Hermione avaient dû planter leur tente dans la neige et la tempête, Ron entendit la voix d'Hermione. Une voix pressante et désolée. On aurait dit qu'elle s'en excusait. Souviens-toi de Ron quand il a cassé sa baguette dans l'accident de voiture. Elle n'a plus jamais marché pareil et il a dû en avoir une nouvelle. Et ce fut tout. 3 phrases, puis de nouveau le silence et le souffle du vent d'hiver derrière la fenêtre. La voix avait paru si proche, comme si elle sortait de sa poche. Il y glissa la main et rencontra l'été noir. Son sang se glaça. Bien sûr, c'était illogique, mais il sortit lentement l'objet et le tint devant lui. Est-ce que l'été noir avait pu lui transmettre un message d'Hermione? Ron ne se rappelait plus les termes exacts des propos d'Hermione, mais rien n'avait ressemblé à un message. Elle parlait de lui et non à lui. À qui parlait-elle? À Harry, sûrement. Qui d'autre aurait pensé à l'accident? Son esprit ne s'arrêta pas à cette première impasse. Il voulait, il fallait que cela ait un sens. Dumbledore lui avait donné l'été noir. Alors, est-ce que l'objet pourrait l'aider à les retrouver? Insensiblement, l'image de Dumbledore, regardant par-dessus ses lunettes, s'imposa. Pouvait-il être possible que le vieux fou ait su qu'il en aurait besoin? L'idée était trop effrayante. Il la remisa dans un coin. Harry et Hermione, répéta-t-il à voix haute, comme pour se convaincre qu'il n'avait pas rêvé. Sa bouche était sèche, sa tête tournait. Harry et Hermione, ils sont vivants! L'idée s'était formée seule dans un recoin de son esprit. Il n'avait jamais, consciemment, évoqué la possibilité qu'il leur soit arrivé quelque chose de fatal et pourtant, là, en entendant les quelques mots rapides d'Hermione, il avait compris qu'il avait porté cette crainte muette en lui comme un poids depuis son départ. Comment avait-il pu partir? S'interrogea-t-il avec colère. Comment avait-il pu les laisser avec ce qu'il devait affronter? Quel genre d'ami, sans parler de petit ami, il était? Connaissait-il quelqu'un de plus écœurant que lui? Il se mit à arpenter sa chambre comme un lion en cage. Il imagina les risques qu'il devait prendre sans lui. Avec Harry qui n'avait jamais de noise de prudence et Hermione qui n'aurait jamais dû être autorisée à sortir d'une bibliothèque. Ses yeux retombèrent sur l'été noir qu'il tenait toujours très serré dans sa main, comme une preuve. C'était le seul lien qu'il possédait avec ses amis, le legs de Dumbledore. Il faut qu'il y ait un lien, supplia-t-il à voix haute. Allez! Mais regarder l'été noir ne faisait pas réentendre la voix d'Hermione, ne secouait non plus. Faute de meilleure idée, il fit fonctionner le briquet. Il ne s'attendait pas réellement à plus de résultats. Il ne s'attendait à rien, en fait. Encore moins à ce qui se produisit. Pour la première fois,
les lumières de la pièce ne répondirent pas à l'appel de l'éteignoir. Mais une boule de flamme bleutée, un peu comme un porte au loin, apparut pour disparaître immédiatement après. Ron leva les yeux, la cherchant dans la pièce, et soudain, il la vit dehors, flottant devant la maison. Ron resta quelques secondes à la regarder dehors, la tête vide et les muscles tendus. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Est-ce que... Il n'arrivait même pas à formuler l'hypothèse. Était-ce le signe qu'il attendait? Était-ce le moyen qu'il espérait? La raison aurait voulu qu'il doute, mais Ron en avait soupé de la raison. Il avait envie qu'il se passe quelque chose. Sans plus réfléchir, il sortit son sac à dos de sous son lit et y fourra ses quelques vêtements. Par-dessus, il enfonça son duvet, qui résista d'abord, puis glissa dans le sac. Le cœur de Ron ne s'était pas calmé, au contraire. Il glissa dans son sac encore son porte-monnaie et la baguette qu'il avait dérobée au rafleur. Très doucement, il ouvrit la porte de sa chambre et descendit sur la pointe des pieds l'escalier en retenant son souffle, mais aucune marche ne craqua. En bas, il hésita. Puis, dans un élan de réalisme et de confiance, il prit dans la cuisine du pain, des oranges et de la viande froide. Il aurait au moins appris à être prévoyant en la matière. Toujours sans bruit, il ouvrit la porte de la maisonnette endormie. L'air était glacé et pur dehors. Dans la demi-pénombre, la boule flottait, éclairant faiblement la neige au-dessous d'elle. Elle sembla d'abord à l'attendre, puis recula lentement, à chacun de ses pas, comme si elle voulait l'attirer derrière la cabane à outils. Des années d'éducation magique le firent hésiter, mais malgré toutes les mises en garde qu'il avait entendues, malgré ses propres mauvaises expériences, il continua à la suivre. Il fallait qu'il sache. Il fallait qu'il prenne ce risque. Il avait été bien assez protégé. Derrière la cabane, la boule s'était immobilisée et resta suspendue dans l'air à hauteur d'homme quand il finit de s'en approcher. Elle rayonnait doucement. Dans un dernier élan de prudence, Ron essaya de ressentir s'il pouvait percevoir une quelconque menace, mais il ne sentait que le vent froid sur ses joues et ses doigts. L'aube était silencieuse, comme si elle aussi retenait son souffle. Avec un petit pincement au cœur, il tendit la main vers la boule, pour voir si elle allait réagir. Il ne comptait pas réellement la toucher, mais la boule de lumière le prit de vitesse et pénétra dans sa poitrine comme si elle n'avait que faire des barrières physiques. D'abord, Ron se pétrifia, s'attendant au pire, et, à l'inverse, la seule sensation qu'il peut enregistrer fut agréable. Il sentit une grande détente dans sa poitrine contractée depuis des jours. Il savait. L'idée était là, têtue, évidente. Il savait. Avec un espoir fou, il décida de s'abandonner à cette certitude.